Chapitre 17. Anna resta plus d'un mois à l'hôpital du camp, trop malade pour avoir conscience de ce qui se passait autour d'elle, sinon que son père et sa grand-mère venaient à son chevet dès qu'ils le pouvaient. On s'efforçait de la faire boire. Elle comprenait les gestes, mais pas les paroles, parce que la voix s'adressait à elle en grec. La couverture sentait le désinfectant. Elle entendait des soupirs et des gémissements, le bruit de la pluie, et les ordres criés au loin. Quand elle ouvrit enfin les yeux, son père était à côté d'elle. Avait-elle déliré un long moment ? Il lui répondit que oui. Elle était si faible qu'elle n'avait même pas la force de soulever son écuelle. Lorsque M. Gosselin s'éloigna de son lit, elle constata que de dos il ressemblait à un grand-père plus qu'à un père tant qu'il avait vieilli. Pendant son hospitalisation, il avait d'abord plu sans discontinuer, puis il avait neigé. Quand il ne tombait ni pluie ni neige, le ciel demeurait d'un gris métallique. On la renvoya enfin dans son baraquement. Elle partit, les jambes flageolantes. De l'autre côté des barbelés, empilés les uns sur les autres comme des bûches de bois, des cadavres attendaient d'être enterrés. Anna garda les yeux baissés pour éviter la vision de ces corps. Gaby, folle de joie, se jeta au cou de sa sœur. Elle était débarrassée de ses pansements malodorants et ses cheveux avaient poussé. Madame Abrahams avait pris soin d'elle et avait réservé un lit pour Anna dans la section qu'elle occupait avec ses filles. Même si elles ne mangeaient pas à leur faim, Anna et Gaby continuaient à grandir et leurs vêtements ne leur allaient plus. Les enfants de moins de 16 ans n'étaient pas censés travailler. Cependant, Anna fut intégrée à un groupe de femmes qui fabriquaient des sacs en cellophane. Tous les jours, après l'appel, après le pain et le café Lavas, elle se rendait à l'usine. En route, elle avait le temps d'entrevoir les autres camps. De l'autre côté des barbelés, on voyait passer des prisonniers vêtus de pyjamas rayés, la tête rasée. Tous se trouvaient dans des états plus ou moins avancés de dénutrition et de maladie. Alba-la-Lager avait beau être un endroit épouvantable, leur passeport paraguayen et leur inscription sur une liste palestine permettaient au moins aux Gosselin de vivre plus décemment. À l'usine, Anna et les autres préparaient des tresses de cellophane qu'elles tissaient pour fabriquer de grands sacs. La tâche n'était pas difficile, même si la station debout était pénible. Au milieu de l'après-midi, 2 ou 3 femmes apportaient un énorme chaudron de soupe où nageaient des morceaux de navet assortis de quelques mauvaises pommes de terre qui stagnaient au fond. Chacune veillait jalousement à ce qu'on la serve en raclant le fond pour avoir autre chose dans son écuelle qu'un bouillon trop clair. M. Gosselin travaillait dans une usine où s'empilaient d'immenses tas de chaussures militaires rapportées directement du front. Elles étaient pleines de boue, usées, déformées et raides de pourriture, de sang et de pluie. Les prisonniers les démontaient avec des outils. Ensuite, les pièces les moins endommagées étaient recyclées pour fabriquer de nouvelles paires. Les prisonniers trimaient dans la poussière et la saleté. En outre, ils avaient un quota journalier à remplir, ce qui les plongeait dans une inquiétude constante, car le rythme était impossible à tenir. M. Gosselin s'affaiblissait de jour en jour. Il ne pouvait plus se rendre à l'usine sans l'aide du rabbin de Salonique, qu'il avait connu autrefois à Berlin. En mai, épuisé par le travail et la sous-alimentation, M. Gosselin se retrouva dans un baraquement réservé aux malades. En juillet, grand-mère fut inscrite sur une des listes d'échange de prisonniers. Plutôt que d'en profiter, elle alla voir les SS et demanda à être rayée de la liste. Ils la prirent pour une folle, mais firent ce qu'elle demandait. Les gens l'interrogèrent. Pourquoi avait-elle renoncé à pareille occasion ? La réponse était simple. Elle ne voulait pas quitter ses petites filles. Elle voulait rester pour les aider dans la mesure de ses possibilités. En vérité, elle ne pouvait pas grand-chose pour elle ni pour quiconque, mais au moins elle n'était pas loin. Un jour, pendant l'appel, Anna remarqua de grandes tentes qu'on avait dressées dans ce qui était un terrain vague près de leur camp. Les trains déversant chaque jour de nouveaux prisonniers, toutes les sections de Bergen-Belsen étaient saturées, et les arrivants devaient se contenter de tentes. Des baraquements étaient en construction. Souvent, l'appel terminé alors que tout le monde avait été compté, le garde hurlait aux prisonniers l'ordre de ne pas bouger. On allait les recompter. L'appel avait déjà duré plus d'1 heure. Les prisonniers devaient rester debout 1 heure de plus. « Pourquoi faut-il nous recompter » demanda Anna. « Les Allemands veulent être sûrs que personne ne s'est enfui, » lui expliqua-t-on. S'enfuir ? Où pourrait-on s'enfuir ? Pensait Anna avec colère. Sans argent, avec nos étoiles jaunes, avec rien, au beau milieu de l'Allemagne.